et bienvenue dans 100% avec au sommaire Otto, No-chan et la critique de Skulls of the Shogun. Alors aujourd'hui je vais continuer ma petite liste de dramas que j'ai bien aimé et que je vous conseille, mais d'abord on regarde les news. Il ne vous aura sans doute pas échappé qu'un ouvrage de référence sur Zelda était récemment sorti au Japon, puis aux États-Unis via les éditions Dark Horse. Artworks, chronologie officielle des jeux, un bien bel ouvrage. Eh bien la France aussi aura droit à sa version localisée grâce aux éditions Soleil Manga. Et à la traduction, quelqu'un qui maîtrise plutôt bien le sujet, Florent Gorge. Sortie prévue pour l'été 2013 normalement. Non, pas la peine de nous relancer sur la PS Vita, la pauvre. Pour une fois qu'il y a un jeu sympa qui s'annonce sur cette machine. Tearaway est le nouveau titre de Media Molecule, le studio à l'origine de Little Big Planet. Le héros se balade dans un univers en papier découpé, feutrine et plein de choses très mignonnes, mais qui ont l'air très fragiles. Votre Atwa est votre messager customisable que vous pourrez aider au travers des niveaux de Tearaway de manière surprenante. En poussant du bout du doigt sur l'avant ou l'arrière de la Vita, vous pourrez gratter, déformer, voire déchirer des bouts du décor. À n'en pas douter, l'aspect créatif des joueurs sera également mis à contribution une fois de plus. Le jeu est prévu pour 2013, mais si vous voulez déjà bidouiller sur du vrai Papercraft en attendant, à imprimer et à découper avec vos mimines, vous pouvez aller faire un tour sur le site du développeur qui propose quelques modèles sympas. Outzer est un jeu développé par Miklo Studio avec aux commandes Michael Peffer et Fibre Tigre que vous aviez pu apercevoir dans un 100% du vendredi en septembre 2012. À l'image de son trailer très 2001, Outzer s'annonce comme un jeu d'exploration spatiale mélancolique où la gestion de vos ressources sera primordiale. Vous allez vous sentir seul, très seul. La structure narrative sera, elle, proche d'un livre dont vous êtes le héros, guidé par quelques règles aussi rudes que simples. Pas trop de trahison scientifique, donc pas de sabre laser, de blaster, vous n'aurez pas d'armes de toute façon. Vous êtes un mécano qui lutte pour sa survie, pas de commerce, pas d'argent, des aliens inaccessibles et la désolation de l'espace pour couvrir les 3 trames scénaristiques de l'histoire. Si vous voulez plus de détails, direction le blog de Fibre Tigre qui explique tout très bien. Alors pour commencer, un drama qui se déroule dans l'univers du lycée, c'est Hanazaraki no Kimitachi-e, tiré du manga du même nom. C'est l'histoire d'une jeune fille, Ashiya Mizuki. Alors un jour, elle a été secourue par un champion de saut en hauteur, Sano Izumi, qui s'est blessé en la sauvant et a décidé d'abandonner le sport même après guérison. Du coup, Mizuki, elle se sent responsable et elle veut tout faire pour lui redonner la motivation de reprendre le saut. Elle décide donc d'intégrer l'école que fréquente Izumi, mais qui est réservée aux garçons. Alors elle est obligée de se travestir en homme et elle va comme par hasard partager la même chambre qu'Izumi et va finir par tomber amoureuse de lui. S'en suivent des situations assez rigolotes, notamment avec un autre élève qui va tomber amoureux d'elle, enfin de lui parce qu'il sait pas que c'est une fille. On regarde Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Nous commençons ce mois de février avec plein de J-musique dans les oreilles et surtout dans les yeux. Vous allez voir cette fois encore pas mal de nouveautés toutes fraîches vont faire leur entrée sur la chaîne. Dans cette émission vous aurez les topics, un pick-up spécial sur la toute dernière sortie de Meijay, les nouveautés en fin d'émission et on commence par les releases en France. On commence les releases avec Shangri-La, le nouvel album de Mook. Sorti depuis le 25 janvier en France grâce à Ganshin, le premier CD contiendra leurs 13 chansons enregistrées en studio et le deuxième CD comportera quant à lui 10 titres live interprétés en mars 2012. Le 28 janvier, le label spécialisé en J-musique Bishi Bishi a sorti Lumineuse de Satsuki. Comme souvent avec le label, c'est une sortie numérique. Petit rappel, si vous aimez Satsuki, il sera à Paris Manga ce week-end dans le cadre de son projet Moonstream. Le 29 mars, c'est Warner France qui va sortir un album de J-musique. C'est rare pour une major française, mais ce n'est pas la première fois, par le passé ce fut le cas déjà de Mook et de Miyavi. Ilion, c'est le projet solo du chanteur des Radwimps. Il nous présente son premier album solo, Ubu. Espérons que l'album soit un peu plus dévoilé dans les semaines à venir. On
commence les topics avec une info dont j'ai brièvement parlé dans les releases. Noda Yojiro, le chanteur du groupe Radwimps, se lance en solo. Il ne compte pas s'arrêter à la frontière japonaise car son premier album sortira également en Europe. C'est Warner France qui distribuera Ubu, son premier album aussi bien au Japon qu'en France, qu'en Angleterre et en Allemagne. En fait, il sort dans plein de pays d'Europe. Le nom de son projet solo, c'est Ilion. Un concert est déjà prévu au Royaume-Uni pour le 17 mars à Londres pour environ 32 €, donc quand même c'est pas très cher. Brain Drain, le premier single de son album, est déjà disponible sur iTunes UK, donc en Angleterre, et pour pouvoir se procurer l'album dans le commerce en France, il faudra attendre donc le 29 mars, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Notre adorable Mayuyu prend du galon au sein des AKB48. Pour leur 30e et nouveau single, So Long, c'est Watanabe Mayu qui prend la place de Center, c'est-à-dire qu'elle devient en quelque sorte l'héroïne du clip. Ce nouveau clip So Long porte bien son nom car la version courte fait plus de 6 minutes. Et oui, le réalisateur Obayashi s'est un petit peu lâché car la version longue fait 64 minutes. On continue avec une petite info sur le groupe Man with a Mission. Vous le savez tous, ils seront à Paris le 3 mars à la Machine du Moulin Rouge pour un concert qui va tout déchirer. Mais après, dès le 16 mars, ils vont partir dans une grande tournée nationale au Japon. Et il se trouve que lors de leur date du 22 et du 23 mars, ils seront avec le groupe Apply Spice qui devrait être donc leur guest sur ces deux dates. Voilà, c'est un petit détail que je trouve amusant et si vous devenez accro après leur concert à Paris, allez voir toutes leurs dates au Japon sur leur site officiel. Kyary Pamyu Pamyu s'est essayé pour la première fois de sa vie au doublage. L'artiste a prêté sa voix à son propre personnage dans le dessin animé Crayon Shin-chan. Ce n'est décidément pas pour rien que son nouveau single Kimi ni Hyakupa Sento est le nouveau générique de cet animé. Je vous rappelle que le single est sorti le 30 janvier au Japon et qu'elle sera en concert à la Cigale le 10 février. On passe au pick-up spécial. Cette fois encore, je vais vous parler d'un album, May J Best 7 Years Collection de May J. Son premier vrai best-of avec même un peu d'inédit. Cet album se décline en deux éditions. Une première édition simple qui ne contient que le CD. Le disque est d'ailleurs bien rempli avec 16 pistes. On y retrouve ses premiers titres de l'époque où elle était encore chez Sony comme My Girls et Here We Go. Mais aussi ses collaborations phares comme Anohi ga Aru Kara ou One More Kiss. On notera aussi que des chansons bonus sont venues se rajouter à la tracklist. Parmi elles, il y a Hana Mizuki, une reprise de la célèbre ballade de Hitotoyo. C'est un petit plus non négligeable car il vous permet de découvrir cette sublime chanson. La deuxième édition possède en plus du CD un DVD avec 19 clips. On y retrouve ses derniers titres en date comme Rewind, qui est la chanson thème du jeu vidéo Toki Totowa. Vous remarquerez qu'elle a quelques rythmiques qui font très dubstep. Aussi revoir sa sympathique collaboration Back to Your Heart avec ce grand artiste qu'est Daniel Potter qui fut connu dans le monde entier en 2005 avec son tube Bad Day. Mais le titre inédit qui va vous faire bouger sévère, c'est sa collaboration avec Two Bedroom sur le titre Garden. Oui, elle s'est auto-refait une reprise de son titre de 2009 et vraiment ce n'est plus la même chanson. Ensemble, ils redonnent une nouvelle jeunesse à ce titre pour ceux qui veulent danser jusqu'au petit matin. Et voilà un best-of bien fourni qui vous permettra de découvrir cet artiste ou de la redécouvrir. Il est sorti hier au Japon et je vous recommande la version avec le DVD car pour quelques yens de plus, vous avez tous ces clips et ça, c'est classe. Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le G-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez de la musique pour bouger son booty avec Kuroki Meisa. Et vous savez quoi, Breeze Out était la chanson thème des publicités pour une marque de voiture nippone. Et ouais, c'est pour ça qu'on voit la bagnole dans le clip. Si vous aimez la musique traditionnelle mixée avec quelques sonorités bien modernes, vous devriez apprécier le groupe Chaos. Leur titre Sakura no Oni est sorti en 2011 au Japon. L'artiste Nakajima Miyuki est loin d'être une novice dans le monde de la musique où elle exerce depuis les années 70.
Musicienne, auteure, chanteuse, actrice, animatrice, elle excelle dans tous les domaines et son talent est bien reconnu en Asie et même Sylvie Vartan a repris une de ses chansons. Voici Onshiratsu, tiré de son 43e single et de son 39e album. Le groupe Flow continue sur sa lancée d'anime songs. Leur 24e single, Boreiburu, est le deuxième opening de l'anime Eureka 7 AO. Le titre est un jeu de mots à la japonaise car effectivement tout est bleu dans ce clip. Une ballade emblématique au Japon depuis 2004, c'est Hana Mizuki. Chantée à l'origine par la chanteuse Hito Toyo, cette chanson a déjà été reprise par une dizaine d'artistes différents et cette fois, c'est au tour de Meiji de vous chanter sa version de Hana Mizuki. Du rock qui décrasse les oreilles? Ah oui, ça c'est A Float of Cycle. Avec leur clip Ryu Naki Hanko, vous allez faire danser les pom-pom girls aux têtes de mort. Bah ouais, parce que maintenant, les têtes de cheval, c'est tellement surfait. Lightbringer aussi, ça décrasse les oreilles, mais pas de la même façon. Et si vous aimez pas trop le style goth loli, bah ça peut aussi vous piquer un peu les yeux, mais ce qui est sûr, c'est que leur musique a la grande classe. Lifetune trouve toujours une voix pour interpréter ses titres. On a déjà eu Hatsune Miku, et bien cette fois c'est au tour de Nakajima Megumi de s'y atteler. Dans le clip Transfert, vous allez voir un transfert de séquences d'animation, et une fois de plus, c'est bien classe. On n'oublie pas le clip du Hello Project pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura un clip que vous avez vu dans Japan Emotion, il s'agit de Lekishi avec son titre Himegimi Shake. Et j'ai complètement craqué sur ce clip qui est bien rythmé et surtout, c'est un peu comme Ten Feet. Encore un mec qui se travestit en geisha, mais là, il est particulièrement comique car il garde son visage d'homme avec sa barbe et puis son afro. Mais à côté de ça, il a des petites mimiques super féminines et on pourrait décrire ce clip avec la fameuse expression entre tradition et modernité. Bref, je l'écoute en boucle et si j'avais des slots de libre, je voterais sûrement pour lui aussi. Vous aussi pensez à voter pour le J-Top, on ne vous le dira jamais assez, c'est important. Bisous, bye. Une fois n'est pas coutume, je regarde aussi des dramas qui ne parlent pas forcément d'amour, comme Priceless, dont le personnage principal est joué par Kimura Takuya, qui fait partie du groupe SMAP et qui est souvent élu le japonais le plus sexy. Enfin, c'est pas pour ça que j'ai regardé, hein. C'est l'histoire d'un salariman, Kidaichi Fumio, qui bosse très bien et a une très bonne réputation à son travail, mais du jour au lendemain, il est victime d'une conspiration de ses supérieurs et il se fait renvoyer. Donc dans la même journée, il perd tout, son job, son téléphone et son appartement explose, bref, il est à la rue. C'est alors qu'il rencontre deux gamins qui vont l'aider et lui apprendre comment vivre et manger sans argent. Il y a aussi Karina, mon actrice préférée, qui joue le rôle de Saya, une collègue de Kindaichi, qui va aussi se faire virer parce qu'elle a mis le doigt sur la conspiration des supérieurs. C'est parti pour notre chaîne. Salut bande de tacs, c'est Nono-chan. Vous le savez tous, Pokémon X et Y vont bientôt sortir sur 3DS. Nintendo s'est rendu compte un peu tard que Google risque de renvoyer de drôles de résultats lorsque les gens vont entrer la requête Pokémon X. Et oui, ça peut nous sembler évident à nous français ou occidentaux en général, mais au Japon, le X est beaucoup moins connoté que chez nous. Non, au Japon, la lettre qui suggère un contenu pour adultes, c'est plutôt le H. Et ça ne leur serait certainement jamais venu à l'idée d'appeler leur jeu Pokémon H. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est bientôt la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin au Japon, c'est tout un délire bien différent de chez nous. Oui, au Japon, c'est les filles qui offrent des chocolats aux garçons. Le top du top pour exprimer ses sentiments, c'est de faire des chocolats faits maison. Mais pour celles qui préfèrent les acheter, un fabricant propose des chocolats Layton spécial Saint-Valentin. En plus, ils ont l'air super bons. Je vous avais dit que j'aimais les chocolats. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de princesse Disney dans cette émission. Oh, ça va, pas la peine de râler comme ça les mecs, on sait qu'en vrai vous kiffez. Bref, l'artiste Claire Hamel, qui a notamment réalisé des concept art pour divers jeux vidéo comme Kinect Disneyland Adventures, s'est amusée à représenter les filles de l'oncle Walt, portant des costumes cohérents avec l'époque à laquelle l'histoire a été écrite, ou, si le film se déroule clairement à une époque précise, c'est celle-ci qui a été prise comme référence. Si vous aimez les jeux de voiture bien old school, vous serez sûrement séduit par l'appli Android Retro Road. Cette petite appli française est gratuite et affiche une route en fond d'écran. Différents thèmes sont disponibles, mais la feature qui tue, attention les yeux, c'est que l'angle de la route suit le défilement des icônes de l'écran. C'est vraiment très classe!
Les fans de mode asiatique connaissent bien la très grande place accordée aux street snaps dans les magazines de mode depuis des dizaines d'années et sur internet. Le principe est simple, parce que, il faut tout vous expliquer, les photographes des magazines arrêtent des gens bien habillés dans la rue pour les prendre en photo, une démarche très différente des blogueuses mode par exemple. Une artiste coréenne, Seren Weather, a décidé de se réapproprier le concept en transformant et pixelisant les sujets des photos. Un mélange réussi entre réalité et virtuel. Et vous, votre avis ? On termine avec une news tellement incroyable qu'elle a des allures de fake. Mais non, on dirait que c'est authentique jusqu'à preuve du contraire. Regardez, en Loire-Atlantique, un sculpteur a restauré les gargouilles d'une chapelle. Mais pas n'importe comment. Après son passage, les gargouilles avaient l'apparence de mogwai, de gremlins, d'aliens et même de Goldorak. Ah, figure-toi! L'idée est complètement what the fuck, mais l'exécution force le respect. C'est juste magnifique et parfaitement intégré à l'ensemble. J'aimerais bien la même chose à la maison. Bon, je vous laisse, hein, je crois que je dois partir en pèlerinage. Allez, je dois faire pénitence. Un dernier pour aujourd'hui, on retourne dans l'adaptation de manga avec Nodame Cantabile, dont les personnages principaux sont joués par Ueno Julie, Nodame, et Tamaki Hiroshi qui joue Chiaki. Noda Megumi de son vrai nom, elle étudie le piano à l'université et elle a un don parce qu'elle est capable de reproduire une mélodie uniquement à l'oreille. D'ailleurs, elle n'a jamais appris à lire de partition, ce qui fait que son style paraît brouillon, désorganisé et un peu sale. Comme elle, quoi. Ensuite, Chiaki, lui, c'est le meilleur élève de l'école. Il est le fils d'une famille de grands musiciens. Il est doué en piano, en violon, et il a pour ambition de devenir chef d'orchestre. Il a l'habitude de voyager dans le monde entier. Il est arrogant, ultra perfectionniste, bref, l'inverse total de Nodame. Et bien sûr, ils vont se rencontrer. Nodame va vite tomber amoureuse de lui, et ils vont s'aider mutuellement pour réaliser leurs ambitions. Et maintenant, c'est l'heure de la critique de Skulls of the Shogun. Ah, la guerre. Quoi de plus inépuisable source d'inspiration que la guerre pour un développeur de jeux vidéo? Si vous ne me croyez pas, faites donc l'inventaire de votre ludothèque. Vous vous rendrez vite compte qu'un jeu vidéo sans aucune référence martiale, c'est comme un film français sans histoire d'amour. Oui, ça existe, mais avouez que c'est plutôt rare, non? En tout cas, ce qu'il y a de bien avec ce thème, c'est qu'il est vaste. Assez pour être décliné dans tous les genres et à toutes les sauces, pour des résultats aussi divers que Battlefield, Age of Empires ou encore Worms. Depuis quelques années, le genre guerre sérieuse semble cependant être proéminent, ce dernier étant surreprésenté par un FPS que l'on cite fréquemment. Plus confidentiel, le genre tour par tour humoristique a quant à lui bien moins d'ambassadeurs. C'est pourtant sur ce terrain qu'avait brillé la série Advance Wars sur GBA et DS, et c'est sur ce terrain que s'aventure aujourd'hui Skulls of the Shogun. Mais ici, pas de tank, de fusil ou autre instrument de guerre moderne. Le jeu prend place au Japon à l'ère féodale. Une époque où, comme chacun sait, les armées s'affrontaient à coups d'armes blanches, de flèches et de boules de feu. Le général Akamoto est un commandant de génie, un guerrier de renommée que ses victoires devraient bientôt élever au rang de shogun. Armé de ses deux katanas, cet invincible samouraï ne craint ni ses ennemis, ni la mort. Oh, non, en fait si, il craignait la mort. Tombé au champ d'honneur, notre général se retrouve dans les limbes, coincé à faire la queue pour accéder à l'au-delà, tel un vulgaire soldat de caniveau. Sauf que le défunt ne l'entend pas de cette oreille. Un commandant de son prestige devrait bénéficier de quelques passe-droits, et poireauter pendant des siècles n'est pas pour lui une option. Seul problème, la régie de l'au-delà vient de voir passer un certain Akamoto, et celui-ci a reçu tous les honneurs qui lui étaient dus. En réclamant sa récompense, notre héros passe donc pour un imposteur aux yeux de tous, et se fait même rire au nez. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'il en est ainsi, Akamoto, le vrai général Akamoto, forcera son passage vers l'au-delà, recrutera sa propre armée et débusquera cet usurpateur afin de prouver sa vaillance et sa bonne foi. Heureusement, le général n'est pas seul dans son aventure. Plusieurs types de soldats viendront l'épauler. Le fantassin, par exemple, ne dispose pas de la mobilité d'un cavalier, mais compense avec sa défense élevée. L'archer, de son côté, peut attaquer de loin sans craindre de riposte, mais se fera pulvériser au corps à corps. Si vous avez déjà joué à un jeu de stratégie au tour par tour, vous êtes donc en terrain connu. En
parlant de terrain, tous disposent de différents points d'intérêt. Les bambous dissimulent vos unités et les rendent plus difficiles à atteindre. Les rizières peuvent vous alimenter en ressources à chaque manche et vous donner de quoi recruter de nouveaux soldats dans les sanctuaires. Cependant, pour que ces bases soient les vôtres, il faut d'abord les hanter en y plaçant une unité qui ne pourra ni attaquer ni se défendre pendant un round. Les batailles se divisent en effet en tours. Lorsque vous avez la main, vous disposez de 5 ordres. Se déplacer et attaquer en étant un, recruter un soldat en étant un autre. Lorsque vous avez terminé, c'est à l'adversaire de lancer ses 5 ordres. Et ainsi de suite, jusqu'à la mort du commandant ennemi ou du vôtre. Une issue que vous souhaiteriez éviter à tout prix en laissant au maximum ses subalternes prendre les coups à sa place. Mais pas de panique, si vos soldats se font égratigner, il existe plusieurs moyens de récupérer des points de vie pour une unité, comme commencer la manche sur une rizière ou un sanctuaire. La manière la plus originale de se régénérer reste toutefois de se repaître des crânes ennemis, ces derniers étant bourrés de calcium. En agissant de la sorte, manger le crâne d'un ennemi vaincu, en plus de soigner une unité, boostera son endurance de 2 points. Au bout de 3 crânes avalés, l'unité devient démoniaque et obtient le pouvoir d'effectuer 2 actions par tour, tout comme le général qui a ce pouvoir naturellement. Le général est en effet une pièce bien particulière. À chaque début de partie, celui-ci entre en méditation. Lorsqu'il est dans cet état, il ne peut riposter aux attaques qui l'atteignent, mais bénéficie en contrepartie d'un point de vie maximum en plus à chaque tour. De quoi permettre à chaque joueur d'appliquer sa propre stratégie, que vous soyez adepte de la guerre éclair ou au contraire que vous préfériez battre vos ennemis à petit feu en les tuant un par un à l'aide d'un général survitaminé. Il faudra tout de même ne pas être trop présomptueux. La route qui mène à l'au-delà est semée d'obstacles et de pièges sournois. Et le joueur qui manque de vigilance pourra voir ses soldats les plus robustes succomber en un tour en se faisant pousser dans un gouffre, comme ceci, ou comme ça. Analyser le terrain est donc primordial, l'effet de recul des attaques pouvant très vite changer le cours d'une partie. Il existe néanmoins un moyen d'annuler cet effet grâce au mur spirituel. Placer 2 unités côte à côte créera une sorte de barrière, fixant vos unités au sol et bloquant la progression des ennemis. Utilisés astucieusement, ces murs pourront vous permettre de traverser des ponts sans danger ou encore de mettre hors de portée vos unités agonisantes. Évidemment, la variété des unités existantes ne se limite pas au trio fantassin, archer, cavalier, et le général se verra entouré d'autres types de combattants au fil de l'aventure. Soigneurs, mages et soutiens rejoindront très vite l'arène et viendront épicer les combats grâce à leurs compétences évolutives. On note en particulier les moines salamandres qui parlent comme ça et qui pourront invoquer des Oni une fois un crâne gobé. Sans conteste l'unité la plus imprévisible du jeu, les Oni sont des démons à la force colossale, mais qui n'écoutent qu'eux-mêmes. Concrètement, un Oni placé entre l'ennemi et vous frappera aléatoirement l'un ou l'autre, quel que soit le camp qu'il a invoqué. Ils peuvent donc en quelques tours soit semer la zizanie dans le camp adverse, soit se retourner contre vous et vous octroyer une mort rapide et douloureuse. On pourrait aussi parler des moines corbeaux qui, par leur souffle, peuvent envoyer valdinguer leurs ennemis dans le vide ou piller leur rizière. Tout cela, vous le découvrirez en vous approchant de la porte de l'au-delà, la subtilité et la sournoiserie des cartes allant croissant à son approche. Alors certes, sur le fond, Skulls of the Shogun ne réinvente pas le genre de la stratégie au tour par tour, mais c'est sur la forme qu'il se différencie grâce à son ambiance et ses petites idées drôles et plutôt bien pensées. Avec son design cartoon efficace, son humour décalé et sa campagne de 5 heures, il apparaît comme un petit jeu à 1200 points Microsoft, sans vraiment de défaut, si ce n'est une relative facilité et l'absence d'un mode création. Il n'empêche qu'on a passé un bon moment et qu'on ne regrette qu'une chose, que le mode multijoueur et ses 17 cartes ne soient pas plus peuplés. Et voilà, 100% touche à sa fin. Alors en ce qui concerne Nodame Cantabile, il y a 2 épisodes spéciaux que je vous conseille. Ils se déroulent à Paris et on reconnaît les lieux dans Paris. Et puis surtout, il y a la caricature d'un otaku français qui est assez marrante. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!